La Chine, société de marchands dont le peuple est resté le même depuis l'Antiquité, est réputée être la plus vieille civilisation de l'histoire encore en vie aujourd'hui. Son histoire, rythmée par les grands empires, les confrontations avec les plus autres puissances et les chamboulements internes, ont fait de ce pays une puissance incontournable dans notre monde. Mais c'est au XXe siècle que la Chine opère un grand tournant dans son histoire, qui, moins d'un siècle plus tard, va la propulser au premier rang de la puissance mondiale. Revenons sur l'avènement de la République populaire de Chine et de sa transformation en première puissance mondiale. La République populaire de Chine naît de la pensée d'un homme qui s'est distingué durant la guerre civile chinoise de 1927 à 1949. Cet homme s'appelle Mao Zedong. Né le 26 décembre 1893, il devient le maître incontesté du mouvement communiste chinois après la Longue Marche. Cette dernière, qui se déroule de 1934 à 1935, correspond au long périple que traversent les forces communistes fuyant les armées nationalistes de Chiang Kai-shek. La Seconde Guerre mondiale marque une pause entre les forces belligérantes qui décident tant bien que mal à s'unir contre l'envahisseur japonais. Cependant, cette fragile alliance ne réussit pas à stopper la puissance du Japon. À la fin de la guerre, la paix de circonstance vole en éclats, et la guerre civile reprend de plus belle pour son baroud d'honneur. Les communistes sont vainqueurs, et les forces nationalistes, accompagnées par ses sympathisants, fuient vers l'île de Taïwan. Le 1er octobre 1949, marque la consécration des puissances communistes chinoises et de Mao Zedong. Après de longs combats, la Chine entre dans l'ère communiste avec la proclamation de la République populaire de Chine par son dirigeant Mao Zedong. Malgré cette victoire, les combats ne cessent pas, et l'affrontement continue contre les forces nationalistes de Chiang Kai-shek. De 1950 à 1959, la République populaire de Chine œuvre pour récupérer Taïwan. Cette volonté de mettre fin à la présence de deux régimes politiques en Chine n'a pas abouti. En effet, l'URSS ne pouvait pas aider la République populaire de Chine étant donné la confrontation avec les États-Unis qui soutenaient le régime présent à Taïwan. Depuis ce jour, la Chine voit en son sein deux régimes s'affronter pour obtenir la légitimité de gouverner sur l'ensemble du territoire. Mao Zedong désirait propulser la Chine aux côtés des grandes puissances du monde. Pour atteindre cet objectif, il améliore en 1956 l'alphabétisation de la population. Pour cela, il simplifie l'alphabet chinois qui dénombrait trop de signes à apprendre. Il désirait retirer à l'élite intellectuelle leur hégémonie sur la littérature et l'écriture. Une population alphabétisée permettrait de développer plus efficacement le pays. En 1958, Mao Zedong désire faire entrer la Chine dans le club restreint des puissances nucléaires et spatiales avec son programme de bombes à satellite. Ce programme aboutit en 1964 pour la première bombe atomique et 1970 avec le premier satellite. La Chine, au début de l'ère de Mao Zedong, était très en retard dans le développement industriel. Le grand timonier, comme était appelé Mao Zedong, désirait rattraper le retard du pays pour rattraper le Royaume-Uni et les États-Unis, grands leaders dans ce domaine à l'époque. Mais il voulait rattraper ce retard en un temps record. Il initie ainsi un programme d'industrialisation de grande ampleur, le Grand Bond en avant. Ce projet, qui s'étend de 1958 à 1960, est un véritable désastre pour la Chine. La société et l'organisation économique, n'ayant pas eu le temps de correctement prendre en main le nouveau système de Mao, ont provoqué d'importantes famines, ce qui a provoqué entre 15 et 55 millions de morts selon les estimations. En plus de cela, la Chine a renforcé son retard industriel. Au niveau politique, cet échec coûte cher à Mao Zedong qui voit son influence être fortement contestée durant la conférence des 7000 cadres. Cette dernière se déroule à Pékin du 11 janvier au 7 février 1962, et met en avant les conséquences du Grand Bond en avant. Elle aboutit avec la perte d'influence de Mao Zedong au profit de Liu Shaoqi et Deng Xiaoping, qui ont une idéologie plus ouverte et pragmatique sur le monde. La même année,
Mao Zedong participe activement au mouvement d'éducation socialiste qui vise à relancer la lutte des classes, mais dont l'objectif est de lui redonner l'influence perdue. La République populaire de Chine marque un grand pas dans sa conquête de puissance le 27 janvier 1964. En effet, la France reconnaît la République populaire de Chine comme étant indépendante et souveraine. Cette décision est en adéquation parfaite avec l'idéologie du général Charles de Gaulle qui défendait l'idée que les peuples étaient libres de disposer d'eux-mêmes. Le général disait à ce sujet que la Chine est une chose gigantesque, elle est là. Vivre comme si elle n'existait pas, c'est être aveugle, d'autant qu'elle existe de plus en plus. En plus de cela, cette décision s'ancre dans un schéma diplomatique français qui voulait placer la France comme médiateur des deux grands blocs qu'étaient les États-Unis et l'URSS. Le général de Gaulle disait que la Chine meurt d'envie d'être connue. Les soviets sont devenus ses adversaires et les États-Unis le sont restés. Il ne voit aucun autre interlocuteur que la France. La France existe, elle est indépendante, elle est pour la Chine une réalité, et même la seule. À l'époque, la France était dotée d'un véritable appareil diplomatique, et sa souveraineté faisait d'elle une actrice centrale de l'échiquier politique mondial. Mais aujourd'hui, avec la suppression du corps diplomatique par Emmanuel Macron et une souveraineté transférée à l'Union européenne, la France n'arrive plus à se faire entendre comme auparavant. De plus, l'Union européenne étant vue comme une simple succursale des États-Unis, la Chine s'est éloignée de la diplomatie avec la France qu'elle entretenait dans le passé. De 1966 à 1976, Mao Zedong tente de revenir au sommet de son influence politique avec la création de la révolution culturelle dont les bases proviennent du mouvement d'éducation socialiste. Lors de cette période, une grande purge du Parti communiste chinois est opérée. Les membres modérés sont exilés ou tués. Liu Shaoqi et Deng Xiaoping sont, sans surprise, visés par cette purge politique. Cette dernière est galvanisée par la jeunesse, accompagnée du petit livre rouge de Mao, recueillant les citations et les pensées du grand timonier. Ce mouvement est très violent et provoque la mort de plusieurs millions de Chinois. Ce n'est qu'avec le décès de Mao Zedong et l'arrestation de la bande des Quatre que la révolution culturelle s'arrête. Mao Zedong a durant sa vie posé les bases de la République populaire de Chine et a consolidé la légitimité de son régime à l'échelle mondiale, d'une part par la reconnaissance de la France, mais surtout le 25 octobre 1971 avec la résolution 2758 de l'ONU. Cette résolution est très importante car elle légitime la République populaire de Chine à être la seule et unique représentante de la Chine. La République de Chine, qui s'est exilée à Taïwan, perd son siège à l'ONU et est exclue de l'organisation. Encore aujourd'hui, Taïwan n'est pas membre de l'ONU. La République populaire de Chine est dorénavant installée et prête à marquer l'histoire. Le grand timonier n'est plus, et c'est au tour du petit timonier de guider la Chine. Ce petit timonier n'est autre que Deng Xiaoping. Deng Xiaoping est le véritable artisan de l'économie chinoise et le déclencheur de la puissance économique chinoise. Il est un grand réformateur qui permet à la Chine de gagner en puissance dans tous les domaines. Il n'est cependant pas le dirigeant de la Chine. En effet, celle-ci est dirigée par le poulain de Mao Zedong, Hua Guangfeng. Mais l'influence politique de Deng Xiaoping est telle qu'il est considéré comme véritable numéro 1 du pouvoir, notamment à partir de 1978. En 1981, il devient le président de la Commission militaire centrale, un poste clé puisqu'il régit l'armée. En 1977, Deng Xiaoping initie le Bulwan Fanzheng, qui signifie éliminer le chaos et revenir à la normale. Ce terme n'est pas anodin puisque cette période a pour objectif de corriger les politiques de Mao Zedong qui ont été jugées inefficaces, voire destructrices au profit d'une modernisation de l'économie, d'une ouverture sur le monde et des réformes institutionnelles. Par exemple, Deng Xiaoping instaure une limitation à 2 mandats consécutifs de 5 ans pour le président du pays. Ces réformes ont pour objectif de stabiliser politiquement la Chine pour la mener vers l'avenir. À ce moment, la Chine est 32e mondiale dans les échanges commerciaux, correspond à moins de 1% du commerce mondial, et la balance commerciale se situe à 20,6 milliards de dollars. En 1978, Deng Xiaoping enclenche les réformes qui transforment la défense nationale, l'industrie, la science et l'agriculture. Autrement dit, tous les pans de la société sont concernés. En plus de cela, il instaure 4 principes politiques qui doivent gouverner la Chine et qui sont inscrits dans la Constitution en 1982. Le maintien du socialisme, de la dictature démocratique populaire, de la direction du Parti communiste et du marxisme-léniniste, ainsi que la pensée de Mao Zedong. Le président jure sur ces principes lorsqu'il accède au pouvoir. La mesure phare de Deng Xiaoping qui fait décoller l'économie chinoise est l'instauration des zones économiques spéciales. Ces zones sont des espaces économiques qui bénéficient d'une politique différente du reste du pays. En effet, ce sont des politiques économiques libérales qui sont mises en place afin d'attirer les investissements étrangers.
Ces politiques s'illustrent par des droits de douane bas, une circulation simplifiée des capitaux, des impôts très bas et une main-d'œuvre bon marché. Tout est fait pour attirer les entreprises. Les premières zones économiques spéciales apparaissent en 1979, à Shenzhen, Zhuhai, Xiamen et Chengdu. L'efficacité de ces zones s'avère payante, ce qui amène la Chine en 1984 à étendre ce système à 14 villes supplémentaires, dont Shanghai, Canton et Tianjin. Au niveau agricole, l'objectif est d'atteindre l'autarcie alimentaire. Pour arriver à cette fin, Deng Xiaoping met en place le système de responsabilité des ménages. Ce système à deux voies impose aux paysans de remplir un quota de production. Cependant, en cas d'excédent de production, cette dernière peut être vendue à un tarif intéressant, incitant à générer un effort dans la production. Au terme de ces réformes, la Chine instaure un système économique connu sous le nom d'économie socialiste de marché. Cela consiste à reprendre des idées libérales de l'économie, mais avec une autorité politique forte, ici, un parti unique, avec une importante intervention de l'État sur l'économie. Ce système est un mélange entre les bases d'autorité fortes instaurées par Mao Zedong et l'économie de Deng Xiaoping. À l'international, la Chine est plus forte avec la signature des rétrocessions de ses territoires colonisés par le Royaume-Uni et le Portugal. Le 19 décembre 1984 est signé l'accord qui rétrocède Hong Kong en 1997. En échange, la Chine garantit le maintien du système politique et économique pour 50 ans, soit jusqu'en 2047. Or, on a pu le constater ces dernières années que cette promesse ne sera jamais tenue puisque l'objectif est désormais placé à 2025. Le 13 mai 1987, le même traité est signé pour Macao pour une rétrocession en 1999 et un maintien du système jusqu'en 2049. En 1992, Taïwan et la République populaire de Chine signent un traité de statu quo rappelant qu'une seule et unique Chine prévaut, mais qui abrite deux entités politiques. Deng Xiaoping est sans aucun doute l'initiateur du décollage économique de la Chine. Ses réformes sont maintenues et les effets bénéfiques à la Chine lui ont valu le nom de petit timonier. Il s'éteint le 19 février 1997. Jiang Zemin, qui dirige la Chine du 27 mars 1993 au 15 mars 2003, poursuit les politiques de Deng Xiaoping. Il entérine les traités signant la rétrocession de Hong Kong et Macao. Il rappelle que la volonté de réunir la République populaire de Chine et Taïwan est toujours un objectif. En 2001, il fait entrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, couronnant les succès des réformes économiques. En octobre 2010, Hu Jintao, lors de son deuxième mandat, nomme comme vice-président un homme qui va marquer fortement la Chine et le monde, un homme répondant au nom de Xi Jinping. Sa nomination lui assure son accession au pouvoir en mars 2013. Xi Jinping prend les rênes d'une Chine devenue une véritable puissance économique. Auparavant en développement et peu présente dans le commerce mondial, en 2014, la Chine est le premier PIB du monde en parité de pouvoir d'achat et second PIB du monde derrière les États-Unis. À la tête de ce mastodonte économique, le nouveau président chinois compte bien étendre la domination chinoise à travers le monde. En 2017, la Chine rompt avec sa position d'éviter le modèle impérialiste américain. En effet, elle ouvre sa toute première base militaire à l'étranger. Comme un signe de concurrence, c'est à Djibouti que la première base chinoise est ouverte, juste en face de la base américaine. Le Challenger chinois défie ainsi le colosse américain. L'impérialisme chinois ne s'arrête pas avec la simple ouverture d'une base militaire. La Chine tient à se poser comme contre-modèle des États-Unis et de l'Occident sur tous les fronts. Mais ce modèle s'illustre pourtant avec des composantes identiques à celles des États-Unis. Tout d'abord, la défense du rêve chinois, en opposition au rêve américain qui s'articule autour de la réussite économique de la Chine, la promotion de sa culture à travers le monde, bref, le soft power chinois. Xi Jinping positionne la Chine comme moteur de la transition énergétique et de la lutte pour diminuer la pollution responsable du réchauffement climatique. Il investit ainsi énormément dans l'énergie nucléaire comme la fission, mais surtout la fusion nucléaire, une énergie puissante avec une émission de carbone quasi nulle. Il enclenche le projet de la Grande Muraille Verte, un projet visant à créer la plus grande forêt artificielle du monde d'ici 2050. Ces projets s'ancrent dans un objectif de faire de la Chine une nation neutre en carbone d'ici 2050. De 2017 à 2018, la pollution en particules fines a diminué de 12%, et l'importation des déchets de plastique étrangers a été supprimée. Au-delà de l'enjeu climatique, si la Chine opère une réduction de ses émissions et de la pollution en général, le monde tournerait alors son regard vers les États-Unis. Pourquoi la Chine réussit-elle à le faire et pas les États-Unis ? Le grand projet de Xi Jinping est la création de la nouvelle route de la soie.
Initié en 2013, ce vaste projet instaure un vaste tissu d'infrastructures reliant la Chine à plusieurs pays à travers le monde. Les objectifs ne se résument pas de simples enjeux économiques. La nouvelle route de la soie a pour objectif de garantir à la Chine l'accessibilité à de nombreuses matières premières et des ressources financières conséquentes pour les enjeux à venir au cours du siècle, mais également dans le prochain. C'est également l'objectif d'instaurer un soft power chinois partout dans le monde avec la culture, mais aussi en arbitrant des conflits à l'international, comme entre l'Arabie Saoudite et l'Iran par exemple. L'objectif ultime est simple, supplanter les États-Unis et devenir le nouveau maître de la gouvernance mondiale. Ce grand projet devrait représenter plus de 40% du PIB mondial. Aujourd'hui, 138 pays ont rejoint cette grande route. Mais comment fonctionne cette grande machine économique et quels enjeux géopolitiques majeurs porte-t-elle ? La nouvelle route de la soie est souvent présentée par la Chine comme un partenariat gagnant-gagnant, ce qui dans le fond n'est pas vrai. En effet, les emprunts générés dans le cadre de ce marché possèdent des conditions très agressives. Par exemple, en cas de non-paiement, ce qui arrive souvent lorsque ce sont des pays pauvres qui contractent ces prêts, la Chine s'octroie la possession de l'infrastructure pour un siècle. Au niveau géopolitique, la nouvelle route de la soie joue un rôle central puisqu'elle est un outil dans le conflit avec Taïwan. En effet, appartenir à cette grande machine économique amène les pays à respecter une importante subtilité. Si un pays veut commercer via la nouvelle route de la soie, il faut impérativement ni entretenir de relations diplomatiques avec Taïwan, ni reconnaître l'indépendance de l'île. Ainsi, la nouvelle route de la soie isole de plus en plus Taïwan du monde. La Chine est déterminée à récupérer Taïwan, que ce soit diplomatiquement que militairement. La Chine met en place également une importante communication pour inciter les pays du monde à préférer leur modèle sociétal plutôt que celui de l'Occident. Elle met en avant que l'Occident n'est représenté que par l'idéologie woke, l'individualisme, la vision à court terme et le passé colonial dans le cas des pays européens. Des éléments éminemment rejetés par les autres pays du monde, notamment en Afrique, où s'exerce un bras de fer entre les États-Unis et la Chine. La Chine désire ainsi créer un bloc fort contre l'Occident. Cela peut s'observer avec le conflit en Ukraine qui a mené la Russie à se rapprocher significativement de la Chine. La Russie, qui auparavant s'était adonnée à un commerce fructueux avec l'Occident, semble s'éloigner durablement de celle-ci. De ce fait, deux pôles d'échange s'établissent, les États-Unis avec leurs alliés et la Chine avec ses amis. Dans le cadre de ce changement de contexte économique, le dollar, qui était la monnaie de référence mondiale, se fait concurrencer au profit du yuan. Au niveau militaire, Xi Jinping a grandement armé le pays. De 2017 à 2021, la Chine a créé l'équivalent de la flotte navale militaire de la France, devenant ainsi la première puissance navale au monde. Son armée est composée de plus de 2 millions de soldats, et l'objectif de Xi Jinping est de permettre à la Chine d'acquérir une armée prête à la guerre en 2027, année durant laquelle la Chine devrait intervenir militairement à Taïwan, selon les renseignements. En plus de cela, la Chine est dans une compétition vive avec les États-Unis dans le domaine spatial, notamment avec la course pour l'installation définitive de l'homme sur la Lune. Face à cela, les États-Unis réagissent forcément. En 2018, par exemple, avec la guerre économique enclenchée par Donald Trump, qui voulait privilégier la diplomatie à la guerre. Cette guerre économique a en partie fonctionné dans l'équilibrage de rapports de force. En effet, Donald Trump avait réussi à ramener quelques entreprises sur le territoire américain, comme Apple par exemple. Mais cette guerre a eu des limites du fait que les entreprises ont investi dans les pays limitrophes à la Chine comme le Vietnam, l'Inde, pour ne citer que. Les États-Unis critiquent ouvertement les actions de la Chine, alors que pourtant les méthodes employées sont proches de celles utilisées par les États-Unis depuis plusieurs décennies. Ces derniers ont souvent profité des guerres pour étendre leur influence, comme en Irak par exemple, et plus récemment en Ukraine. Xi Jinping aura durant 2 mandats positionné la Chine en superpuissance mondiale, que ce soit au niveau militaire qu'au niveau économique. Contrairement à ses prédécesseurs qui ont grandement fait progresser la Chine, Xi Jinping, lui, aura activé la grande influence chinoise à travers le monde. En 2021, la Chine est la 2e économie mondiale, représentant 14,5% du commerce mondial, et sa balance commerciale est de 689,2 milliards de dollars. Mais au niveau politique, la Chine prend un nouveau tournant. En effet, en 2018, Xi Jinping fait changer la constitution en abolissant la limite de mandat, lui permettant ainsi d'être réélu à vie. En 2023, il est sans surprise réélu à la tête de la Chine. Il devient ainsi l'homme le plus puissant de la Chine depuis Mao Zedong. Xi Jinping est souvent comparé à un nouveau grand timonier. Le Center for Economics and Business Research prévoit que la Chine dépassera le PIB des États-Unis en 2036 pour devenir ainsi la première puissance économique mondiale.
Les États-Unis et la Chine sont deux colosses qui s'affrontent sur tous les fronts pour asseoir leur domination sur le monde. Taïwan symbolise cette opposition. L'île convoitée est le point chaud d'une lutte pour l'influence dans l'Indo-Pacifique. En conséquence des prétentions de la Chine, la région se militarise de plus en plus, car les autres pays se sentent menacés. Notamment le Japon, qui engrange de véritables dépenses militaires pour réarmer le pays, ce qui n'avait pas eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1949, les dirigeants chinois ont su mettre le pays sur la voie du développement économique et démographique qui permet aujourd'hui à l'Empire du Milieu de venir contester la suprématie américaine. Que ce soit dans le domaine économique, militaire ou politique, la Chine a su se structurer et gagner en puissance face à une vision du monde guidée par les États-Unis depuis des décennies. Le nouveau timonier de la Chine réussira-t-il à placer la Chine comme nouveau guide du monde ? Seul le temps nous le dira.